Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos una vez más, un año más, en SPAS, la feria por excelencia, una de las principales ferias de producción porcina, producción avícola en general, de producción ganadera en Francia. Estamos a 12 de septiembre y tenemos el gusto de reunirnos hoy con la interprofesional y los representantes del sector porcino francés. En primer lugar, les voy a presentar a Eric Thébault. Thébault, no sé si lo he pronunciado bien. Eric Thébault es el director de la FNP, la Federación Nacional Porcina. Es el sindicato. Sabemos que Francia es uno de las grandes ventajas que tiene y de lo que la caracteriza son los sindicatos. Es el director. También tenemos aquí a su derecha, a su lado, al señor Tenos, de Tenos. Es un productor cerca de Lyon, tiene 280 madres y es uno de los productores importantes. Es vicepresidente de la Federación Nacional Porcina francesa y aparte de representante, uno de los productores importantes de Francia. Aunque es una empresa pequeña, es muy representativa por lo que ha sido hasta ahora. Y a mi izquierda, justo aquí al lado, a Monsieur Bali, que es el presidente de la FNP. Entonces, quería aprovechar que estamos en Francia para hablar un poquito con ellos, con los productores, con los sindicatos. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí con el sector porcino en Francia, para que todos los españoles y los latinoamericanos que nos vean, pues un poquito tengan esta referencia, ¿no? Entonces, voy a pasar a hablar el francés para que ellos me entiendan y después ya lo traduciremos o subtitulamos. ¿Vale? Sí. Bonjour, merci. J'ai fait une petite introduction en espagnol pour les lecteurs. Comme vous avez le micro, on commence par vous. Okay? D'accord. On aimerait savoir un peu quels sont les soucis qu'ont les producteurs, les éleveurs des porcs en France, maintenant. Donc bonjour à toutes et à tous. Bon, le souci aujourd'hui, bon, on va dire à l'instant T, c'est plus un souci de prix, malgré qu'on a perdu 35 centimes depuis cet été. On a eu un prix rémunérateur depuis le début de l'année, après une crise très très compliquée pour l'amont. Une grosse baisse de production. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous sommes autour de 8% de baisse de production. Nous étions à 23 millions de porcs l'année dernière, et avec 102% d'autosuffisance, 103%. Et malheureusement, on peut dire qu'en 2023, on va descendre sous le seuil d'autosuffisance. Donc bon, ça commence à être critique parce que à partir du moment qu'on descend sous un seuil d'autosuffisance, le marché d'importation européen ou autre peut potentiellement faire le prix du marché intérieur. Bon, nous n'en sommes pas là dans cette situation aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, suite à tout ça, donc on a le problème de renouvellement de génération, moyenne d'âge des éleveurs de porcs autour de pratiquement 50 ans aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que le renouvellement va être compliqué. Et aussi avec un manque de confiance, un manque de visibilité sur le prix, sur la filière, sur une durée. Donc qui aussi complique les jeunes ou les moins jeunes à investir. Et aujourd'hui, avec l'inflation, avec tout ça, le prix des bâtiments, tout a explosé. Donc même qu'on a un cochon aujourd'hui un peu plus de 2 € payé en France, qui pour certains peut paraître cher, il nous faudra avoir ce prix-là minimum pendant des années à venir. Okay. Pour un peu voir à l'extérieur de la France comment organiser la production porcine en France, vous pouvez nous dire un peu comment s'organiser, comment sont les bâtiments, si sont des anciens bâtiments, si c'est des grands producteurs, des coopératives, comment sont associés, comment sont organisés ici. Juste pour vous donner une petite comparaison, chez vous en Espagne, je crois que la moyenne de truies est de 2000. Chez nous en France, c'est 250 truies. 250 truies en moyenne. Donc on est à 90%, à peine, aujourd'hui ça baisse, mais d'éleveurs en coopération, au moins on va dire 80-85% des cochons sont dans le système coopératif, avec des grosses coopératives dont le numéro 1 qui la coopère, et après avec, on va dire, une déclinaison d'une petite quinzaine de coopératives sur tout le territoire français. Donc, système naisseur-engraisseur en grande majorité, bon, avec quand même un pourcentage de post-sevoir-engraisseur, avec quelques gros sites entre 1000 et 2000 truies de maternité collective, et les actionnaires derrière, comme moi, je suis actionnaire de maternité collective et je rachète les porcelaines tous les 8 semaines, je les élève et je les envoie à l'abattoir. Après, derrière, donc, on a le marché au cadran à Plérin, qui cote le cochon le lundi et le jeudi. Donc, soit qu'on est dans des filières spécifiques, ou soit qu'on vend ces cochons, comme moi, au marché au cadran. Un abatteur ou deux l'achètent derrière et je revends mes animaux. Donc, voilà à peu près dans les grandes lignes, l'organisation s'est simplifiée assez. Après, derrière, au niveau organisation professionnelle, donc ici, on est sur le stand donc, de la Maison du Porc. Donc là, on est sur la Maison du Porc parce qu'on est en Bretagne, ce qui représente Inapport au niveau de l'interprofession, et avec toutes les familles qui siègent. Donc, on a
une interprofession longue des fabricants d'aliments jusqu'à la grande distribution. Donc, toutes les familles, on est 38 ou 40 personnes à siéger et à se réunir régulièrement. Là, bien sûr, on ne discute pas de prix parce que dans l'interprofession, on n'a pas le droit de discuter de prix parce que c'est considéré comme de l'entente. On décide de l'organisation de la filière et aussi principalement ce qui est géré aussi au niveau de la profession et ce qui est important pour nous, c'est l'équarrissage. On mutualise tout le territoire, donc ça c'est géré aussi au niveau national et aussi l'export bien sûr, où la gestion de l'export se fait aussi par Inaport avec 2 personnes que l'on a en Chine à Pékin qui sont embauchées par Inaport et Interbev. Donc Interbev c'est l'interprofession bovine. On a 2 personnes à plein temps qui sont sur la Chine et qui s'occupent de la Chine et puis l'Asie en général pour l'exportation. Bien, maintenant que vous avez sorti un peu les thèmes de la Chine, la Chine était un grand importateur des porcs européens. Et ça, les dernières années, ça a commencé à baisser. Comment la France gère ça? Alors, nous, on est, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on n'est plus qu'un pays à 100% d'autosuffisance. On n'est pas comme des pays européens comme le vôtre. Hein. C'est des choix stratégiques qui ont été faits, c'est pas un reproche, où l'Espagne a décidé de produire pour exporter. Nous, en France, on n'exporte pas ou on exporte très peu de carcasses. Nous, on a besoin de la Chine. Il ne faut pas dire que c'est un pays de dégagement parce qu'on a besoin de la Chine pour équilibrer la carcasse, que ce soit les abats, la tête, la queue, les oreilles, parce que pour valoriser un cochon, il faut vendre à 100%. Donc, ça représente une partie. Donc, on a besoin de la Chine. Donc, le marché sur la Chine, il est toujours ouvert pour cette partie exportation-là, qui est le 5e quartier, pour faire simple, ou les abats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tendu en Europe parce que les pays gros exportateurs comme le vôtre et le Danemark sont plus du tout à l'export, avec un prix en Chine aujourd'hui qui est autour de 14-15 yuan, donc qui est très bas. Et on sait que pour que la Chine réimporte, il faut que le prix augmente en Chine. Mais bon, politiquement aujourd'hui, c'est très compliqué en Chine, très compliqué en Asie. Donc on a un marché assez compliqué. Et heureusement qu'en France et en Europe globalement, on a une baisse de production, si je puis dire, surtout en Europe, parce que probablement on aura un prix du porc qui pourrait être catastrophique avec des charges qui sont très très élevées aujourd'hui. Avant, on était en train d'avoir une conversation avec M. Teller et il me parlait que, souvent dans les micros, désolé, mais il parlait que vous avez comme un système, que vous décidez de faire comme un puits par un hectare, non? Des terrains. Non, ce que je vous disais, c'est que dans la région qui est la mienne, Auvergne-Rhône-Alpes, on a un élevage qui est très fortement lié au sol et on se rend compte que s'il y a un dimensionnement proportionné entre la partie élevage et la partie culture, eh bien, on a des céréales qui permettent de nourrir les animaux, on a des déjections animales qui permettent de fertiliser les cultures, tout ça dans un bon équilibre agronomique et environnemental. Et c'est à mon sens l'un des meilleurs gages en termes de résistance économique qu'on puisse avoir. Vu que la taille moyenne de l'exploitation française c'est pas si grand comme l'Espagne ou d'autres pays, la nouvelle législation qui va sortir, pour sortir l'Union européenne sur la bien-être animal, ça peut mettre en danger les petites et moyennes exploitations françaises? Est-ce qu'elle sortira? On ne sait pas. Oui, on verra. J'espère qu'elle ne sortira pas trop vite. On verra les élections l'année prochaine. Il y a des choses qui vont avancer. Bon, on n'est pas bien sûr contre le bien-être animal, hein, comme tout producteur de porc européen. Sauf qu'à un moment donné, de toute façon, nous, si on prend en France, on a fait des gros efforts depuis 20 ans sur l'environnement, on nous critiquait. Sauf qu'on n'a jamais été rémunéré pour ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut investir encore plus dans le bien-être. Nos animaux, aujourd'hui, sont déjà élevés dans le bien-être. C'est que, soi-disant, une partie de la société souhaiterait voir plus d'animaux en liberté. Mais derrière ça, il faut faire attention parce que se cachent les anti-viandes et les gens qui sont contre l'élevage. Et le but n'est pas du tout le même pour ces gens-là que le nôtre. Donc demain, oui, on évoluera, s'il faut évoluer, mais on ne pourra pas évoluer, comme nous dit à Bruxelles, je pense qu'on vous le dit aussi, par la PAC. On sait que ce deuxième pilier de la PAC n'aura pas assez d'argent, il faudra des aides directes. S'il n'y a pas d'aide directe, on ne pourra pas se mettre aux normes, si, mais à 20-30 ans, pas comme certains le voudraient, à un temps court, et surtout avec le deuxième pilier de la PAC, mais ça je pense qu'on est raccord avec nos collègues européens, dans la globalité, pour dire non. Donc le bien-être, on s'adaptera. Il faudrait aussi qu'on arrive à faire les élevages plus gros en France. En France, aujourd'hui, on a des collègues qui voudraient bien investir, qui voudraient s'agrandir.
mais on a des associations aujourd'hui qui bloquent tous les dossiers. On ne peut plus rien faire en France aujourd'hui, mais dans l'élevage, globalement, la volaille, le porc, et demain, ce sera même le lait, parce que les vaches laitiers vont se développer et pourront tous agrandir. Donc aujourd'hui, on a une mouvance en France qui est peut-être un peu moins dans le sud de l'Europe, quoique ça va sûrement malheureusement vous rattraper aussi, qui était dans le nord de l'Europe. On voit aujourd'hui l'Allemagne, aujourd'hui au niveau qu'ils étaient, et aujourd'hui risque de redescendre à un niveau d'il y a 20 ans en production porcine, sous aussi la pression qu'il y a politique et qu'ils ont. Le Danemark, c'est pareil, baisse, les Pays-Bas baissent, et la France, nous, ben voilà, on va surtout baisser par un manque c'est pas un manque, c'est les éleveurs ne peuvent plus entreprendre. Au-delà de la partie économique, il y en a qui voudraient bien entreprendre, mais qui ne peuvent pas entreprendre parce que tous les dossiers sont bloqués. Un des problèmes qu'il y a, je pense qu'en général, c'est pas seulement en France, c'est en Espagne, que les suivantes générations pour reprendre les exploitations, c'est pas prêt, ou c'est pas possible, plusieurs fois, non? Les enfants ne veulent pas rester à la maison. Et ça, en France, ça arrive. Ah ouais, bah, de toute façon, même qu'on attache les enfants, ils ne restent pas. Hein. Donc, je blague, mais on va pas les attacher. Mais de toute façon, aujourd'hui, heureusement qu'on a des installations hors cadre familial, comme on appelle ça. Des gens qui voudraient. Mais aujourd'hui aussi, il y a des éleveurs qui voudraient bien monter des sites de 1000 truies, 2000 truies, et avec de la main-d'œuvre. Quoique la main-d'œuvre, c'est compliqué aussi à gérer, c'est compliqué à trouver, mais il y aurait potentiellement des solutions avec de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre. Donc, au-delà des soucis des enfants ou de la famille qui voudrait reprendre, c'est déjà, nous, on ne peut plus entreprendre malheureusement en France. Donc, c'est pour ça que ce matin, on avait le ministre de l'Agriculture qui était là. On l'a interpellé fortement à ce dossier-là. Il nous dit que oui, il faudra sécuriser les choses. Et ça fait des années qu'on nous le dit. Puis, j'espère que, malheureusement, on se réveillera en France, mais il sera trop tard. Vous savez, en France, on est un pays, on ne veut plus rien et après, on se rend compte. Voilà. Sur plein de choses, c'est comme ça malheureusement en France. Parce qu'en plus ici en France, une question que vous avez déjà dit au début de l'entretien, c'est que vous avez un fort problème pour trouver des main-d'œuvre pour travailler dans l'exploitation. Ce n'est pas seulement la famille, parce qu'il travaille la famille, mais après il faut trouver quelqu'un qui peut travailler aussi. Et ça, c'est un problème générationnel. Ou est-ce qu'il y a d'autres business plus attirants pour les... Non, globalement, de toute façon, en France, depuis la Covid, c'est la main-d'œuvre, c'est compliqué, globalement. Parce que les gens, depuis la Covid, ont repensé, ont revu, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un manque dans la restauration, dans l'industrie, dans la transformation, partout. On n'a plus de chauffeurs routiers, on n'a plus rien. Donc je ne sais pas ce qu'ils sont rendus les Français, mais il n'y en a plus un qui veut travailler. Mais je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez nous, c'est un vrai souci qu'on a aujourd'hui. Donc la main-d'œuvre, on fait, et nous, c'est pas la main-d'œuvre saisonnière que l'on a, comme nos collègues du sud de la France font la main-d'œuvre saisonnière, comme beaucoup de pays le font. Nous, il faut la main-d'œuvre formée un minimum. Donc, il faut un petit peu de temps pour former quelqu'un. Donc, le but, c'est pas que 6 mois après, il s'en aille, c'est le but qu'il reste. Donc, la main-d'œuvre, oui, c'est un souci. Et puis, derrière, comme aujourd'hui, il en manque, mais il y a une surenchère économique. Hein. Donc, on appelle ça un turnover. Aujourd'hui, les bons, c'est des pics entre éleveurs, et puis c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Une dernière question. Un des problèmes qu'on a en production porcine, c'est la fièvre porcine africaine. En France, ce n'est pas un problème pour l'instant, mais il est proche, on va dire. Non? C'est comment vous êtes préparé pour ça? Comment vous gérez la situation pour éviter la fièvre porcine? On a géré la situation, si on peut dire, avec nos amis belges il y a 3 ans, où elle était arrivée à quelques mètres de la frontière franco-belge. Là, on est à 65 km de la frontière italienne, à peu près à 60 et quelques kilomètres, à l'heure où je vous parle. Donc là, c'est rétalé un peu plus dans l'intérieur du pays, avec 2-3 élevages touchés en Italie. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que demain, en France, on a une gestion du sanglier qui est très compliquée. Mais en Europe, globalement, en Italie, c'est aussi très compliqué. En France, c'est très compliqué aussi. Donc, on a peur que demain, que ça passe. Et après aussi, on voit très bien en Europe, l'évolution de la fièvre française africaine peut malheureusement arriver peut-être demain à quand chez vous en Espagne, avant d'arriver chez nous, parce qu'il y a le sanglier, mais il y a aussi l'homme sandwich qu'on appelle ça, avec le sandwich qui est donné, parce qu'on a vu les bons qu'il y a, le sanglier, il ne vole pas, donc c'est les humains qui la transmettent avec les pays de l'Est. Donc on peut dire que personne non plus aujourd'hui dans l'Europe n'est garanti d'attraper la fièvre française africaine. Donc nous, la chose que l'on a quand même, une garantie, on est les seuls, la France, c'est d'avoir la régionalisation. On avait signé avec nos amis chinois. Bon, si demain on l'attrape, ça sera quand même
ça désorganisera le marché français et le marché européen. On l'a vu quand l'Allemagne l'a eu, quand l'Espagne, excusez-moi, la Belgique l'a eu, quand beaucoup de pays l'ont eu, donc on l'a vu. Mais normalement, nous en France, c'est-à-dire qu'il y a une région, une zone qui l'a, et ben, cette zone-là ne peut plus exporter, mais le reste pourra exporter. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle arrive ici en Bretagne, hein, parce que si elle arrive ici en Bretagne, on fait 13 millions de cochons en Bretagne sur les 23. Il faut vous dire que le marché à l'export, il est plié. Mais voilà, donc on le gère comme ça, on a des cellules de crise, on le suit, on a des responsables professionnels qui suivent ça. L'interprofession, on a quelqu'un qui n'est pas dédié qu'à ça, mais il faut dire, mais qui suit beaucoup ce dossier-là. Donc c'est un dossier qu'on suit comme l'eau sur le lait sur le feu. Dernière question. Comment vous voyez ici en France les syndicats et les producteurs, comment voient les futurs de la filière pour ça? Je ne m'appelle pas Madame Irma, je n'ai pas une boule de cristal. Mais le futur de la filière, nous en tant que syndicalistes, on interpelle beaucoup nos gens, nos collègues de l'économique sur les situations que l'on voit. Moi, j'espère qu'on ne va pas descendre à une situation catastrophique à 15 millions de cochons en France, ce qui malheureusement pourrait arriver. J'espère qu'on n'arrivera pas là. On a un objectif d'être le plus près possible à 100%. On le voit dans nos collègues de la volaille aujourd'hui. On a perdu complètement le marché de la volaille. Aujourd'hui, on rentre par moment 70-80% des filets de volaille en France qui viennent des pays de l'Est. Et une fois qu'on a perdu l'élevage, de toute façon, on ne le reconstruit jamais. Et donc, on a une concurrence élevage végétal. Mais le végétal, l'année dernière, on avait du blé à 300. Cette année, on a du blé à 200. L'année prochaine, on aura peut-être du blé à 150. On ne sait pas aussi la situation géopolitique qui est très compliquée. Donc, en France, on a des céréales, c'est certes, mais de toute façon, ce n'est pas le prix franco-français, c'est un prix mondial. Bon, il faudra maintenir de l'élevage. Dire comment on va le maintenir demain, je me garderai bien de vous le dire. Voilà, je vous dis, on n'a pas de situation. Mais on a quand même de quoi être inquiet pour l'avenir de l'élevage français. Et spécifiquement, l'élevage de porc français. Et merci, M. Valli, M. Teneus, pardon, et Thébault. Merci. A ver, sí, Merci. pues eso, ya lo habéis visto. Un poquito todo lo que opinan en Francia sobre la producción porcina y aquí hay mucho que opinar, aquí en este país también. Muchas gracias. Merci beaucoup y a la prochaine.